Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Ducati 900 SS de 1999. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui c'est un test un peu spécial car contrairement à mon habitude, ce n'est pas le véhicule d'un de mes abonnés, mais le véhicule que je me suis acheté dernièrement. Donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez mes lives, il s'agit d'une Ducati 900 SS, modèle de 1999, car la gamme Super Sport, parce que SS j'ai oublié de vous le préciser mais ça veut dire Super Sport, eh bien c'est une gamme de motos assez ancienne chez Ducati, et là on est sur l'avant-dernière génération, la dernière génération qui utilisait encore des moteurs à refroidissement Airville. D'ailleurs, à cette époque, il y avait deux gammes dans les sportifs de chez Ducati. Vous aviez les Super Sport, donc à refroidissement Airville, et il y avait différentes cylindrées, ça allait de la 600 à la 1000. Et ensuite, vous aviez les Superbike, qui elles étaient à refroidissement liquide, avec toute la gamme qui allait de la 748 jusqu'à la 998. Donc cette machine, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de 1999, c'est-à-dire une des premières années de production pour ce modèle en 900 cm3. Elle est complètement d'origine, c'est vraiment ça son point fort. Elle a tous les aspects d'origine, y compris encore les clignotants, les rétros, le support de plaque, catadioptre, vraiment tout d'origine. Les seules petites modifications qui ont été apportées, c'est que vous avez certaines pièces en plastique qui ont été remplacées par du carbone. Vous voyez ça au niveau du pignon de sortie de boîte, du guide chaîne ainsi que du garde-boue arrière. Ouais, j'ai oublié aussi, on a des protèges réservoirs en Kevlar qui sont pareil des options de l'époque. Comme je vous l'ai dit, sur cette moto, on retrouve un refroidissement Airville au niveau du moteur, et c'est bien sûr un moteur bicylindre en L, comme c'est typique chez Ducati. C'est un moteur qui se veut plus coupleux que réellement performant. C'est un 900 cm3 avec uniquement 2 soupapes par cylindre, et vous aviez 80 chevaux à peu près 7500 tours minute. Donc vous voyez que c'est vraiment pas des chiffres très impressionnants, mais ça suffit bien en fait. Au niveau des performances, quand on lit la fiche technique, ça fait beaucoup penser à ce qu'il y aurait sur les caractéristiques d'une Suzuki SVS 650, sauf que la SV, elle était à refroidissement liquide. Bon, et au niveau des performances moteurs, ça doit vraiment être les seuls points communs avec la Suzuki SV, car que ce soit sur la position de conduite ou les sensations, ça n'a strictement rien à voir. Ici on est vraiment sur une sportive, même si c'était pas le plus haut de gamme du sport de l'époque, on est clairement sur une moto sportive. On a une selle qui est relativement haute, moi du haut de mon 1m70 je touche par terre mais c'est limite, et on a le guidon qui est extrêmement bas. Il n'est pas en dessous du tête-fourche, mais je peux vous assurer qu'il est quand même très bas, et il est surtout très éloigné par rapport à votre poste de conduite. On est obligé de s'allonger quasiment sur le réservoir. D'ailleurs, ce réservoir a une forme assez, on va dire, inhabituelle, presque en pointe, ce qui oblige encore plus à se pencher. C'est vraiment une position extrême. La moto est extrêmement fine également, comme souvent chez Ducati. On voit que le réservoir est très creusé, on peut resserrer les jambes et les genoux à mort pour caler quasiment nos jambes au creux du réservoir, et au final c'est tellement creusé que ça en devient presque déstabilisant. On est à se demander si on va pas réussir à faire s'entretoucher nos genoux. Donc quand je vous dis que c'est extrême, là en ville, je me retrouve, comme je vous l'ai dit, allongé sur le réservoir, les bras vers l'avant pour choper le guidon, la tête relevée au maximum afin de pouvoir voir ce qui se passe devant moi. Et si j'ai besoin de prendre des informations sur ce qui se passe autour de moi, je suis très vite limité parce que je peux presque pas tourner la tête tellement elle est bloquée vers le haut. Les seules motos avec une position similaire que j'aurais testé, c'est la gamme Ducati Super Bike de l'époque, avec la 748 ou la 996 que j'ai possédée. Même les autres sportives récentes ou japonaises que j'ai testées récemment
ont toutes des positions, comment dire, un peu moins extrêmes. Donc là vous voyez, j'arrive sur une des grosses difficultés avec ce genre de moto en ville. Si je veux pouvoir distinguer ce qui arrive de là-bas, je suis pratiquement obligé de lâcher le guidon. Bon, l'avantage d'avoir cette moto en configuration d'origine, c'est qu'on voit bien comment Ducati avait conçu ça à l'époque. Actuellement, je roule à vitesse normale en ville et le bruit est relativement contenu. Ça reste une Ducati, donc c'est quand même assez bruyant. On a les deux échappements, et ça j'adore au niveau du style, d'avoir un échappement de chaque côté, c'est vraiment classe. Et en plus ce sont les échappements d'origine qui sont pour moi beaucoup plus beaux que les thermiques Noni de l'époque en carbone. Ça faisait, je trouve, bizarre. Après on a également le bruit typique de l'embrayage à sec que l'on entend quand on roule à faible vitesse. Allez, c'est parti pour une petite accélération. Vous voyez que ça tremble à mort. On retrouve bien là les vibrations typiques d'une Ducat. D'ailleurs, quand je suis à vitesse stabilisée aux alentours de 4000 tours, vous voyez que les rétros ils vibrent tellement que ça en devient difficile de voir vraiment ce qui se passe derrière. Mais c'est justement ce que j'adore sur les Ducati, hein, c'est ce caractère un peu bestial, rauque, tout en vibration. Ça change des 4 cylindres en ligne. Alors comme d'habitude, on va essayer de faire un petit 0 à 100. Aujourd'hui, il faut que je me méfie parce que le sol est humide et on commence à être bien en automne maintenant, donc les camions ont tendance à laisser un petit peu de boue. Je rappelle que la moto fait 80 chevaux et elle est donnée sur la fiche technique pour environ 205 kg tout plein fait. Il n'y a bien sûr aucune électronique sur cette moto, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout. C'est juste le moteur qui est alimenté par injection, sinon il n'y a pas d'électronique. Et on est parti pour le 0 à 100. Et je freine. Frein arrière, ça stabilise un peu. Frein avant, ça marche vraiment super bien. Déjà à l'époque, chez Ducati, ils étaient très souvent en train de fonctionner avec du Brembo. Ça marche vraiment super fort. Alors on va tenter un petit demi-tour, ce qui devrait être assez compliqué avec cette moto. Donc je braque à fond, vous voyez que ça braque rien du tout. J'ai un seul pied qui touche par terre. Et on va complètement sortir de la route. Oh là là, mais voyez-vous ça quoi. Je suis complètement en dehors de la route, ça doit être une des motos qui braque le moins bien que j'ai pu tester quoi. Même comparé aux autres sportives, c'est vraiment un angle tout pourri. Bon, on est reparti pour un petit 0 à 100. Ensuite, on se reconcentre sur le freinage. Allez, let's go! Et je freine. Franchement, ce freinage à l'avant, c'est juste une tuerie. Donc tout le système de freinage c'est du Brembo, hein, du levier jusqu'aux étriers, et ça marche vraiment super bien. Alors nous arrivons sur un petit rond-point. Donc les ronds-points avec cette machine, faut se méfier parce que la moto est très vive en fait, ce qui fait qu'elle a tendance parfois à se pencher mais d'un seul coup. Même si la moto est vive, hein, la position de conduite et le guidon font qu'il est assez difficile de manœuvrer cette moto. C'est pas du tout une machine pour débutants. Même quelqu'un de confirmé, faut être assez méfiant au début lorsqu'on contrôle cette moto. Alors concernant tout ce qui est commodo, on est sur pareil, un truc typique de ce que faisait Ducati à l'époque, hein. Si vous avez déjà utilisé une Superbike, c'est globalement la même chose. La petite différence, c'est que cette moto, donc comme je vous l'ai dit, le moteur est alimenté par injection, mais ce sont des injections, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Vous avez encore un petit levier pour le starter, et ça doit être la seule, je veux dire, petite bizarrerie sur cette moto. Il n'y a pas de feu de détresse, il n'y a rien du tout en fait, hein. C'est vraiment à l'ancienne. Concernant tout le tableau de bord, c'est également très à l'ancienne. Vous n'avez absolument rien de numérique. On retrouve uniquement 3 cadrans à aiguille, la vitesse, le contour ainsi que la jauge pour la température de l'huile. Température de l'huile qui a d'ailleurs tendance à chauffer très très lentement.
comme souvent sur ce genre de moteur à refroidissement par air. Là, en période un petit peu automnale et hivernale, c'est très très long avant que l'aiguille commence vraiment à bouger. Bon, le fait que tout soit aiguille, hein, même à l'époque ça faisait un peu vieillot, mais perso, moi je préfère. Ça donne un look vraiment moto de course à l'ancienne que j'apprécie beaucoup. Concernant d'ailleurs le refroidissement du moteur, je vous l'ai dit, c'est un moteur à refroidissement air-wheel, donc vous avez un petit radiateur caché sous le carénage à l'avant. Et le problème sur ces moteurs en V, souvent quand c'est un refroidissement par air, c'est le refroidissement du cylindre arrière. Là avec les carénages, on se doute bien qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui y arrive. Donc pour faciliter le refroidissement, ils ont mis deux espèces de tubulures dans le carénage qui renvoient l'air de devant jusqu'au côté du cylindre arrière. C'est simple mais efficace. Ah, ça reprend toujours juste comme il faut. Dès les bas régimes, il n'y a pas besoin de monter dans les tours. Vous voyez que sur mon compteur, il y a un repère qui a été mis à 8000 tours. Alors bien sûr, c'est pas d'origine. C'est un repère pour savoir à peu près quand changer de vitesse, parce qu'il n'y a pas de zone rouge sur le compteur. Et en fait, le moteur, il donne son maximum à 7500, donc il n'y a aucune raison de dépasser les 8000 tours. Le moteur, on est carrément capable, hein, mais ça ne sert juste à rien. Il n'y a vraiment jamais besoin de monter dans les tours, même en étant à 3-4 000 tours, ça reprend super bien. Par contre, vu que c'est une Ducati, si vous êtes en dessous des 3000 tours, ça a tendance à cogner violemment. Cette sonorité, elle est vraiment géniale quand on monte dans les tours. J'avoue qu'à bas régime, c'est moyen. Alors on arrive sur ce petit dedans, je freine, je vais redescendre à 30 km/h. Alors bien sûr c'est extrêmement ferme, c'est ce qu'on s'attend d'une machine de sport. À l'époque, les super sports, en final, c'était pas vraiment des sportifs au rabais, parce que c'était pas donné. Et c'était juste, je dirais, ceux qui voulaient refroidissement par air ou refroidissement liquide. Pour beaucoup de puristes de chez Ducati, le seul moteur qui valait le coup, c'est ce refroidissement par air. Bon, au niveau des suspensions, j'ai oublié de vous le dire, mais tout est réglable bien sûr. Sur cette édition de 99, c'est du Showa, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais il me semble que sur les dernières années de production de la 900, ça avait été remplacé par du Öhlins. Les petits ronds-points bien serrés comme ça, c'est assez difficile à prendre parce que comme je vous l'ai dit, la moto, il faut vraiment insister pour la faire se pencher. Allez, on va essayer de se marrer un petit peu. Faut faire gaffe, la route est humide. Franchement, pour une moto aussi ancienne, maintenant elle a 20 ans, au niveau de la stabilité du freinage, on n'a pas du tout l'impression d'être sur une machine ancienne. Le freinage est performant, il est rassurant. Par contre la machine, comme je vous l'ai dit, elle est précise, mais elle s'incline pas facilement. Il faut être aussi précis avec elle que ce qu'elle vous rendra. Si vous arrivez à la mettre bien sur la bonne trajectoire, elle n'en bougera pas, elle fera exactement ce que vous voulez. Mais si vous vous foirez, si vous arrivez pas sur ce que vous vouliez comme trajectoire, eh bien elle ne pardonnera pas vos erreurs. Bon, malheureusement, je ne peux pas l'exploiter plus fort que ça aujourd'hui parce que la route est vraiment humide et un peu grasse, on dira. Ah, quand on veut, il y a quand même largement la patate pour se marrer. Mais je le redis, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui cherchait de l'ultra performance, comme on peut avoir sur certaines machines récentes, eh bien ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout aux performances que vous auriez avec les machines, même chez Ducati, genre avec une 848 ou une 1098.
là vous avez 2 fois moins de puissance, hein. On est plutôt vraiment sur les performances en fait d'un SVS, mais avec une machine plus, comment dire, efficace à tout point de vue, au niveau de la suspension, du freinage, avec un look à l'italienne, même si son designer était sud-africain, si je ne me trompe pas. Et ce qui peut sembler aussi surprenant, c'est malgré que je sois très vers l'avant, je me fatigue pas trop au niveau des poignets, parce qu'en fait j'ai beaucoup de mon poids qui est directement compensé sur le réservoir. Oh là là, regardez-moi cette route, elle est dégueulasse et pleine de terre. On va rouler cool. Au niveau des rétros, je vous l'ai dit, ils ont tendance à vibrer quand on est à certaines plages du régime, mais sinon globalement ils sont bien placés et on voit vraiment ce qui se passe derrière. Ça n'a rien à voir avec les rétros qui étaient complètement inutilisables sur les 748 et 996, voire même sur les 1098 et 748. Hein. Bon, un des aspects esthétiques aussi que j'adore vraiment sur les Ducati de cette époque-là, c'est quand vous regardez le cadre, c'est un câble intégralement tubulaire. Du début à la fin de la moto, c'est du tube. Bon, on va essayer de faire un test de reprise. Je suis en 6e à un peu plus de 100 km/h. J'accélère à fond. 120, 130, 140. Et puis après, on arrive justement dans la plage de puissance. Donc on se doute bien que la moto est largement capable de dépasser les 200. Par contre, la bulle, elle est moyennement efficace. Il faut vraiment se pencher à mort pour avoir un petit peu d'efficacité. Et en fait, ça dévie juste sur le haut de votre casque. Je dirais que la bulle est tellement basse que peu importe qu'elle soit transparente ou fumée, voire carrément opaque, parce que de toute façon, on n'a jamais les yeux qui seraient à une hauteur suffisamment basse pour voir à travers. Alors, ce qui est bien sur cette moto, c'est que le frein arrière, même s'il ne freine pas énormément, eh bien, dans les phases où on n'a pas envie de faire un transfert de masse vers l'avant, eh bien, il est suffisant. On peut ralentir un peu la moto, voire s'arrêter à un stop uniquement avec le frein arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de dépasser ces véhicules. Alors il n'y a pas de feu de détresse, ça c'est un peu un problème. Mais la moto est tellement fine que faire de la remontée de fil n'est pas vraiment un gros souci. Ah, cette stabilité sur la moto, c'est vraiment impressionnant, ça bouge pas. Et même 20 ans après, hein, les suspensions sont encore vraiment bien. La boîte de vitesse aussi, c'est quelque chose qui m'impressionne parce qu'elle est vraiment impeccable. On peut, entre guillemets, la brusquer un peu, on peut y aller cool. Elle marche vraiment super bien, elle fait jamais de faux points morts. Allez, on refait le tour de ce rond-point. On n'hésite pas à y aller, en mettre un peu de force. La moto s'incline bien à l'arrière, c'est pas un gros pneu, c'est un 170. C'est plus une taille qui se fait beaucoup maintenant, mais à l'époque c'était encore assez répandu. Bon, cette moto, je pourrais également la comparer avec la VTR 1000 Firestorm que j'ai testée il y a quelques temps. Mais bien que les deux motos se veuillent assez concurrentielles à l'époque, je préfère vraiment cette Ducati. Je sais pas, elle a quelque chose en plus. Elle est plus jolie déjà, elle est largement plus jolie, elle a un petit caractère. Et là j'avoue que c'est purement subjectif, hein, parce que les deux motos au final se valent pas mal. Et je dirais peut-être même que niveau performance, la Firestorm était très certainement devant cette Ducati. À l'époque elle valait à peu près le même prix. Mais je trouve qu'il y a plus de sensations et on prend plus de plaisir sur cette SS 900. Bon, maintenant qu'on a vu ce que ça donnait sur la route, parlons un petit peu du reste des aspects de cette moto. Bon, c'est une sportive, donc on pourrait, entre guillemets, soupçonner qu'elle n'a aucun aspect pratique. Eh bien, détrompez-vous. J'ai été le premier surpris quand j'ai acheté cette moto. Lorsque vous ouvrez la selle, eh bien, vous avez un compartiment en dessous qui est vraiment balèze. On peut mettre pas mal de trucs. Et en plus, vous pouvez remplir les côtés du carénage avec d'autres trucs. Donc ce qui fait que ça doit être la moto que j'ai possédée avec le plus grand espace de stockage d'origine. Ce qui est vraiment un gros point, parce que
au quotidien, c'est un vrai plus de pouvoir trimballer autant de trucs. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise maintenant pour aller sur presque tous mes tournages. Avant, c'était impossible que je prenne tout ce matos avec mes autres machines. Après, cette SS, c'était aussi à l'époque la moto privilégiée pour ceux qui voulaient une sportive Ducati, mais qui voulaient aussi pouvoir trimballer quelqu'un derrière. Là, on a une selle réservée pour le passager qui est plutôt large, il n'y a pas de problème pour se maintenir. En plus, il y a une poignée d'origine qui est couleur carrosserie et qui a l'air plutôt efficace. Donc je pense clairement que à l'époque, ceux qui voulaient prendre une sportive et un passager, ils s'orientaient plus sur cette gamme Super Sport que sur les Super Bike qui étaient bien plus extrêmes. Bon, après, on va parler aussi de la fameuse légende comme quoi toutes les Ducati c'est à fuir parce que ce serait pas fiable ou alors que ça coûterait une fortune en entretien. Eh bien, sur cette moto, c'est un peu l'exception. Elle est réputée fiable. Ce moteur n'a pas de point technologique poussé, à part l'injection, il n'y a rien d'électronique. Et c'est un moteur classique avec 2 soupapes par cylindre. Vous devez bien sûr remplacer les courroies de distribution tous les 2 ans. Mais à part ça, il n'y a pas d'entretien extrêmement contraignant. Si vous passez par un garage, on va dire multimarque, c'est un entretien assez peu coûteux. Sachez d'ailleurs que pour l'entretien courant, l'accès à tout ce qui est filtre, bougie, batterie, c'est extrêmement simple parce qu'en fait, l'accès se fait directement sous le réservoir et le réservoir, il n'y a même pas de vis pour le tenir. C'est une espèce de petite lanière qui le maintient, ce qui fait qu'en l'espace de 30 secondes, vous pouvez avoir accès à presque la moitié de tout ce qui est comment dire, nécessaire pour l'entretien. Et même si vous deviez avoir accès à ce qui est caché derrière les carénages, ils ne sont pas si compliqués à déposer. Après, il faut aussi prendre en compte, bien sûr, à l'usage, la consommation. On a un réservoir de 16 ou 17 litres là-dessus et la consommation est entre 6 et 8 litres au 100, on dira. En roulant cool, on fait facilement 250 km avec un plein et en tapant dedans, c'est un peu moins de 200. Quoi. Donc maintenant, cette moto, elle a 20 ans, elle arrive dans la catégorie, on va dire, Young Timer, les machines un peu anciennes mais pas encore collection. Et je pense clairement que c'est le bon moment pour en acquérir une, parce qu'elles sont de plus en plus rares. On en a quand même pas mal qui sont partis à la casse comment dire, c'est pas des machines qui sont vendues à des millions d'exemplaires, donc on n'en retrouve plus tant que ça. Une comme j'ai actuellement, vraiment en parfait état d'origine et on va dire dans les premières années de production, ça vaut environ 3500, 4000 € si vous avez vraiment un modèle exceptionnel avec assez peu de kilomètres. Donc globalement, si vous cherchez une moto jolie qui va très certainement prendre un petit peu de valeur dans la durée et qui est quand même utilisable au quotidien, et là on est sur un truc vraiment intéressant. Donc si vous avez des questions concernant cette moto, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous possédez une de ces machines, peu importe la cylindrée, dites-nous ce que vous en pensez, quels sont les points surveillés, quels sont les accessoires vraiment adaptés à cette moto. Ça sera intéressant de pouvoir lire vos retours d'expérience. Aujourd'hui c'est exceptionnel, je teste ma machine, mais habituellement je rappelle que je teste les machines de mes abonnés qu'on me prête. Donc si vous souhaitez que je fasse le test d'une de vos machines, que ce soit voiture ou moto, n'hésitez pas à me contacter, tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez aimé ce test. Si vous l'avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et à bientôt pour un nouveau test.